Bienvenue dans le podcast Changer pour mieux, le podcast qui aide les femmes à aligner leurs aspirations personnelles avec leurs aspirations professionnelles. Je m'appelle Sophie et je suis consultante en accompagnement professionnel. Ici, je parle de carrière seule ou avec des experts et des invités. Si vous souhaitez avoir des conseils, des astuces, des expériences inspirantes pour vous aider dans vos réflexions professionnelles, vous êtes au bon endroit. Bonne écoute! Aujourd'hui, nous recevons Tony Lamorisse qui va nous raconter son parcours professionnel atypique. Après être passé d'une carrière militaire, comment il est devenu auto-entrepreneur dans le sport adapté pour les personnes atteintes du cancer. Bonne écoute! Merci Tony pour l'acceptation de l'invitation au podcast Changer pour mieux. Je voulais vous recevoir parce que vous avez un parcours professionnel assez atypique qui peut inspirer nos auditeurs de changer pour mieux. Et du coup, l'objectif là de cet épisode de podcast, c'est de découvrir votre parcours professionnel, découvrir aussi peut-être les questionnements que vous avez eus, les difficultés que vous avez pu rencontrer, pour que les personnes qui sont en réflexion professionnelle puissent se projeter aussi sur ce type de parcours, se reconnaître peut-être à travers votre cheminement. Donc, je vous laisse la parole déjà pour vous présenter, nous dire un petit peu qui vous êtes, et puis ensuite, on en découvrira un petit peu plus sur vous. Merci beaucoup à vous pour cette invitation. Je m'appelle Tony Lamorisse, j'ai 39 ans et je suis actuellement éducateur sportif en cancérologie. Je fais du suivi de patients à l'année et j'organise aussi des stages dans le Vercors pour découvrir l'activité physique adaptée et pour se rendre compte finalement qu'on peut pratiquer à tout moment de la prise en charge du patient et aussi leur faire prendre conscience de tous les bénéfices que ça peut avoir. Voilà. Et à l'origine, est-ce que c'était votre orientation professionnelle, votre métier d'être dans le soin, dans l'accompagnement de personnes atteintes de cancer, ou quel est votre parcours, hein? Alors, j'étais plus dans le sport en général. En fait, la ligne de conduite de ma carrière professionnelle, c'est le sport et la transmission en général. J'ai fait pas mal d'années dans l'armée où j'étais militaire de sport et j'ai fait aussi un petit peu d'entraînement. En fait, finalement, avec le sport, j'ai fait de l'entraînement, j'ai fait de l'éducation, j'ai fait de l'animation. Voilà, j'ai fait un petit peu tout ça. J'ai fait tous les publics aussi. J'ai fait les enfants, les ados, au collège, lycée, et puis les adultes jusqu'à finalement, ça fait 5 ans que je suis vraiment en cancérologie où je me suis spécialisé. Et on verra si ça continue comme ça. OK. Donc finalement, d'abord une carrière, donc dans le sport, au début, dans, le secteur militaire et puis ensuite dans la vie civile, où vous êtes petit à petit orienté vers l'accompagnement des personnes, atteintes d'un cancer. C'est ça, tout à fait, oui. En fait, j'ai passé un diplôme supplémentaire, évidemment, parce qu'on ne prend pas les patients comme ça sans avoir un minimum de connaissances. Ouais, je me suis spécialisé et finalement, toute l'expérience que j'ai pu avoir avant me sert aussi à la prise en charge des patients aujourd'hui. Mais ça permet d'avoir voilà, une connaissance. Par exemple, si on a un patient qui a une chirurgie, il faut savoir voilà, quelle a été la chirurgie, les mots d'abord, pour voir un petit peu les muscles qui ont été lésés et pour pouvoir prendre en charge globalement le patient. Et qu'est-ce qui vous a donné envie finalement d'orienter votre carrière, dans le sport vers de l'accompagnement de personnes, atteintes de cancer, plutôt que vers des sportifs de haut niveau, des choses, où on demande de la performance? Alors j'ai pu, souvent c'est un parcours de vie. J'ai pu faire les 2. J'ai commencé justement quand j'ai entraîné en natation. J'étais dans un club, assez, qui voulait faire du haut niveau en région parisienne et j'ai découvert un monde finalement, voilà,
le haut niveau, parce qu'on n'était pas au très haut niveau non plus, c'était, ça ne me correspondait pas. C'est-à-dire que c'était finalement plus la quantité que la qualité. Du coup, c'était pas vraiment mes valeurs d'enseignement du sport. Donc, j'ai fait finalement qu'un an dans ce club et je suis retourné pendant un temps vers l'éducation. Et ensuite, j'étais donc dans l'éducation globale, mais pour le coup, il me manquait le sport. Donc, c'est pour ça que j'ai vu passer cette offre d'emploi en spécialisation en cancérologie. Et en parallèle, en fait, j'ai ma maman qui est décédée donc d'un cancer, d'une leucémie, euh, que j'ai accompagnée pendant plusieurs années. C'est 4 5 ans de maladie. Et en fait, j'avais toutes ces compétences de sport et je savais pas que je pouvais finalement améliorer son quotidien. J'aurais pu faire des choses. Et, euh, et en fait, voilà, forcément, ça a fait écho pour la prise en charge des patients. J'ai d'ailleurs voilà, travaillé avec Gustave Roussy, qui est des centres européens euh, de cancérologie, qui est en région parisienne. Et finalement, c'est là où elle a été prise en charge. Donc, ça faisait vraiment écho à ma vie aussi personnelle. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai choisi cette spécialisation. Du coup, ça vous a permis, cette épreuve-là, de développer des compétences finalement dans votre vie personnelle qui vous ont servi dans votre vie professionnelle. Vous vous êtes rendu compte aussi, j'entends à votre discours, que vous aviez des compétences professionnelles que vous auriez pu appliquer dans votre vie personnelle et vous n'aviez pas conscience de ça, donc vous ne l'avez pas fait. Mais par contre, est-ce que cette épreuve a permis de développer en vous des compétences qui maintenant vous servent aujourd'hui dans votre vie professionnelle? Oui, bien sûr, oui, j'ai toujours en tête, on parle d'une maladie grave, hein, puisque ça peut aller jusqu'à la mort, hein, on parle pas d'un rhume, mais j'ai appris au fur et à mesure des années qu'il faut rester malgré tout dans son domaine de compétences. Comme je dis, c'est une maladie grave qui touche beaucoup au niveau psychologique. Et grâce à l'activité physique, il y a beaucoup de choses évidemment physiques qui se passent, mais aussi psychologiques dans la réappropriation de son corps. Et parfois, on appelle ça le syndrome du sauveur, hein. On peut essayer d'aller un petit peu plus loin, essayer de conseiller un peu plus le patient, mais il faut rester dans son champ de compétences. Évidemment, on est psychologue, psychiatre ou quoi. Donc, c'est un savant mélange et il faut rester vraiment dans son champ de compétences. Oui, parce que c'est vrai que dès qu'on touche à la santé, c'est important d'avoir été formé. Comment vous avez trouvé cette formation qui vous permet aujourd'hui d'accompagner dans le sport, par le sport, les personnes atteintes d'un cancer? Alors en fait, je faisais partie d'une association qui est l'une des plus grosses associations de prise en charge des patients en cancérologie. Et ils ont porté depuis des années donc, le, la- l'activité physique thérapeutique. Et c'est eux qui ont créé avec l'Université de la Sorbonne en région parisienne un DU sport et cancer. Donc, il y avait ce besoin de former vraiment tout le monde à la même chose, tous les praticiens, puisque c'est une association qui est nationale. Donc, voilà, il fallait que tout le monde ait le même discours. Et c'est pour ça qu'avait été créé ce DU, mais il était évidemment ouvert aussi à tout un chacun, évidemment dans le domaine de la santé, mais un diplôme voilà, qui était ouvert. Donc du coup, finalement, c'est l'opportunité avec cette offre d'emploi que vous avez trouvée, cette formation, donc diplôme universitaire, que vous avez, suivie, et puis, cette épreuve, personnelle finalement qui vous ont mené vers, cette orientation-là, cette spécialisation professionnelle de l'accompagnement, des personnes atteintes de cancer par le sport, c'est ça? Ou il y a d'autres éléments qui sont rentrés en compte? Oui, c'est ça. Après, j'avais déjà évidemment un socle de compétences avant d'arriver à ce DU. On ne pouvait pas rentrer, par exemple, à la sortie d'un bac. Voilà, il fallait quand même avoir
des compétences d'entrée, évidemment. Et, euh, et donc, on a pu, voilà, euh, c'est une formation qui dure 4 mois et on explore un petit peu. Alors, on touche du doigt parce qu'évidemment, après, on est amené à être sur le terrain et sur le terrain, donc on forme sportivement les militaires qui sont sur la base. Mais un militaire, ok, on va essayer de le préparer du mieux possible pour qu'il soit efficace. Mais dans ces militaires, il peut y avoir quelqu'un qui revient de maternité, il peut y avoir quelqu'un qui s'est blessé à la cheville, il peut y avoir quelqu'un typiquement qui a aussi qui est en rémission de cancer. Et comment vous vous êtes fait prendre en charge votre diplôme universitaire? C'est pas très, très cher un diplôme universitaire, mais est-ce que c'est sur vos fonds propres? Est-ce que ça a été pris en charge dans le cadre d'un CPF ou d'une aide financière particulière? Alors, c'était pris en charge par l'association, voilà, qui portait le DU. Après, à la sortie de l'armée, j'ai aussi passé donc un diplôme d'entraîneur en natation. Et ça a été pris en charge par le ministère, parce que je suis parti après 11 ans d'armée. Donc, ça me permettait euh, de partir avec une somme d'argent et une reconversion qui était payée. J'avais déjà une vie personnelle qui était déjà avancée avec une compagne, pas encore d'enfant, mais voilà, de prendre une année comme ça sans salaire et se former, c'était compliqué. Donc, c'est vrai que l'opportunité d'avoir cette formation payée, c'était une belle opportunité que me donnait l'armée. Parce que du coup, ouais, vous avez repris une formation et vous avez pu vous y consacrer, à 100 finalement. C'était pas des cours du soir, vous aviez du temps disponible pour faire cette formation? Voilà, tout à fait. Et surtout, je pouvais pas la faire en cours du soir. C'était un Mmh. diplôme sur une année. Il y avait du temps de présence, il y avait des parties, donc c'était en alternance, il y avait des parties théoriques qui se passaient à Caen et des parties pratiques donc, qui étaient en club, où là, en club de natation, où on donnait des cours. Oui, il y a des parties théoriques et des parties pratiques qui sont en club où on donnait des séances de natation, où on entraînait des bébés nageurs jusqu'aux aux adhérents qui étaient en senior. Voilà. Oui, ça, c'est vraiment une chance. C'est vrai que je pense à nos auditeurs qui sont en réflexion professionnelle et qui se disent qu'ils aimeraient bien, pourquoi pas, se reconvertir et et reprendre une formation. C'est vrai qu'il y a quelque chose quand même à avoir en tête et qui est intéressant dans votre parcours, c'est, le fait les diplômes universitaires souvent qui sont conciliables avec la vie professionnelle et qui sont abordables d'un point de vue financier, même si on n'arrive pas à avoir le financement et qui peuvent vraiment apporter des compétences supplémentaires, valorisables pour une reconversion. Mais aussi si c'est une formation plus longue pour pouvoir la faire dans de bonnes conditions. C'est vrai que l'alternance, c'est une très, voilà, qui permet, même si on a parfois une perte de salaire, hein, j'ai l'exemple de quelqu'un qui a repris, un diplôme en master, RH par exemple sur 2 ans, en alternance et qui du coup, le fait en statut d'alternante. Donc elle doit être rémunérée le SMIC ou peut-être un peu plus si l'entreprise est généreuse. Mais c'est vrai on peut avoir une perte de salaire, mais ça permet quand même d'avoir, une rémunération et d'être investi, à 100 à la formation. Donc c'est vrai que là, non, c'est une solution, intéressante pour, acquérir un diplôme en vue d'une reconversion. Donc c'est intéressant. Donc cette année de formation, plus le DU, heu, du coup, vous aviez, un emploi garanti après? Du coup, c'était dans le cadre vraiment d'un emploi qui avait été, identifié ou après il fallait que vous cherchiez parce que vous me parliez d'un poste que vous aviez, trouvé? C'était bien puisque donc, le DU était effectivement compris dans voilà, il il était payé, mais, pour le poste, c'était compliqué. Et dans le choix que vous avez fait, de vous orienter vers, cette spécialité quand même particulière, vous l'avez fait au regard, des différents éléments qu'on a vus? Est-ce que vous êtes fait accompagner à un moment? Est-ce que vous avez eu des lectures pour, réfléchir à vos envies professionnelles? Comment est-ce que vous avez su que c'était ça que vous vouliez faire? Alors je ne me suis pas fait accompagner,
comme j'avais la volonté de retourner dans le sport et dans la transmission, puisque comme je dit juste avant, j'étais euh, surveillant dans un lycée professionnel. Comme je vous dis, j'allais un petit peu finalement à l'aveugle, puisque en plus j'allais dans le centre où avait été traitée ma maman. Euh, mais à l'intérieur de moi, je me suis senti quand même assez d'aplomb pour pouvoir y aller, pour pouvoir affronter finalement ce lieu. Je me suis concentré sur vraiment ce que je pouvais apporter aux gens. Euh, Comme j'ai dit au début, euh, ce qui a été toujours le fil conducteur finalement de ma carrière, j'ai changé de métier, etc. Mais la ligne conductrice, c'est quand même l'accompagnement et toujours au contact des gens. Donc, j'avais Mmh. peu de doutes sur cet aspect. Après, c'est vrai que c'est un public évidemment. Ouais, donc du coup, finalement, vous aviez déjà identifié un petit peu, les éléments, qui portaient vos intérêts professionnels, donc l'accompagnement, le fait d'être voilà, on compte par la transmission ou voilà, par l'accompagnement et puis le fait d'être utile aussi, j'entends, qui était important pour vous et d'où finalement ce choix professionnel qui était bien cohérent avec ce que vous avez identifié. Donc il y avait aussi de votre part une bonne connaissance de vous-même, en fait, finalement? C'est ça, c'est peut-être aussi, je dis comme j'ai pas mal changé de poste, un recul nécessaire pour pouvoir identifier ce qui pouvait me plaire. Euh, Après, c'est vrai que je m'adapte très facilement. Ça fait combien de temps, du coup, que vous exercez ce métier? Là, ça fait 5 ans et demi. Et sur 5 ans et demi, est-ce que vous savez combien de personnes vous avez, accompagnées? Alors pas mal, donc mais même dans dans ces années, donc j'ai travaillé pour cette association pendant 3 ans et demi, mais actuellement, j'en suis sorti et je fais toujours ce métier, mais en auto-entrepreneur. Donc même dans ce dernier métier, j'ai déjà un petit peu changé de statut et j'en ai accompagné, je pense que depuis, j'en suis à 200 ou 300. 200 ou 300 personnes et c'est quand même pas pareil d'être salarié dans une association et d'être auto-entrepreneur. Qu'est-ce qui vous a, poussé finalement à vous mettre, à votre compte pour le même poste? Bah, déjà au niveau de la vie personnelle, j'étais en région parisienne et j'ai déménagé avec ma, ma femme et mon fils en région valentinoise, dans la Drôme, à la limite au niveau de l'Ardèche. Et du coup, donc, bah, je me suis posé la question, il y avait pas de poste disponible dans cette association à cet endroit. Donc, soit bah, je changeais encore de poste, soit je me lançais et je me faisais confiance. Et bah, il y a pas vraiment de surprise. Je me suis fait confiance et, euh, et j'ai décidé de me lancer et aussi aidé par les patients. C'est vrai que j'ai été souvent soutenu et, euh, et aussi par les équipes, par exemple Gustave aussi, en pédiatrie et qui me dit, mais nous, Tony, si on a travaillé ensemble, si tu proposes des stages à côté de chez toi, on peut t'envoyer des patients, etc. Donc, c'est aujourd'hui pour ça que ça se fait. Et voilà, c'est vrai que c'était un pari, évidemment. Aujourd'hui, c'est pas encore finalité, évidemment, loin de là. Mais et le fait, voilà, d'être seul aux manettes, c'est vrai que c'est quand même agréable. Mais par contre, on est plus complètement sur le même métier parce que vous avez du coup le cœur de métier de l'accompagnement des personnes à travers le sport, mais aussi toute la partie gestion d'entreprise, même si c'est une auto-entreprise, il y a quand même une partie, administrative où il faut, gérer un peu de comptabilité, gérer l'aspect commercial, ça, est-ce que
quelle place ça a pris entre votre statut de salarié et le statut d'auto-entrepreneur? Est-ce que ça a changé quand même, des choses au quotidien? Est-ce Ah bah, faut bien de le mentionner. C'est vrai que moi, je l'ai découvert, vraiment heu, sur le tas. J'ai pas eu de formation, spécifique, même si, France Travail m'a proposé des réunions d'information, ça restait, vraiment des bases que finalement j'avais déjà eues, en tête, par mes recherches personnelles. Mais on apprend petit à petit avec, bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des applications, il y a des logiciels qui sont adaptés, mais bah, c'est un apprentissage vraiment au quotidien et «Ah bah tiens, tel papier, je ne sais pas trop, ce que je peux en faire» et ben, on se renseigne et on essaie de trouver les renseignements par soi-même. Mais c'est vrai que, Ch c'est peut-être ça finalement, l'aspect que j'ai le moins anticipé et qui me pose aujourd'hui, le plus problème. Ça s'appelle des, des clubs, enfin associations qui accompagnent, la création d'entreprises? oui, oui, notamment, l'ADI, je crois, ADI Ouais, c'est ça, ouais. 33, Ouais. mais il y a, des incubateurs, voilà, c'est ce que je Oui, cherchais les incubateurs, oui, oui. et voilà, il y a ça, c'est vraiment une mise en relation avec un réseau qui se fait et notamment, bah, le podcast de précédemment d'Édouard, il en parlait, il en faisait partie, mais moi je suis pas passé par là et donc c'est vrai que parfois, c'est un peu plus compliqué. D'accord, ouais, je comprends. Ça aide donc, d'être accompagné par un incubateur ou par, des associations spécialisées, qui vous accompagnent dans la création d'entreprise et donc, vous, ça fait 1 an et demi, du coup, on a 1 an et comment vous avez monté en compétence là-dessus sur cette partie, gestion, d'entreprise? Ben, en essayant, encore une fois de trouver les informations, de moi-même et en essayant de m'entourer. Voilà, quand on va sur le terrain et qu'on rencontre d'autres, auto-entrepreneurs, toujours, essayer de trouver des remédiations ensemble. Peut-être qu'eux ont fait partie d'un incubateur ou, ont plus d'expérience. Moi, j'ai toujours été aussi, avec, le sport et cetera, un fervent, défenseur, d'être à l'écoute des plus anciens ou de ceux qui ont plus d'expérience. Donc ça, c'est sûr, il faut pas hésiter, heu et voilà, peut-être après, au bout d'un moment, essayer de reconnaître que, on a des lacunes dans tel ou tel domaine et puis, bah, finalement, je pensais pouvoir faire tout seul et puis, bah, non, faut quand même avoir une formation dessus. C'est pas, faut essayer de voilà, pas être fermé à une remise en question. Il y a notamment, BPI France Création où il y a déjà pas mal de ressources en ligne qui permettent de guider les personnes. Je ne sais pas si vous avez, pris le temps de le faire au démarrage, mais c'est vrai que même quand on n'a pas envie d'aller, pousser la porte, d'une association ou se faire accompagner par SCCI, on peut déjà faire, BPI France Création parce que c'est accessible, c'est gratuit, on le fait de chez soi tranquillement. Après, c'est vrai que si on veut aller plus loin, notamment rencontrer des gens, il y a aussi, en fonction de notre activité, soit la chambre des métiers de l'artisanat, soit la CCI, qui peut accompagner et offrir des formations souvent abordables et qui peuvent être prises en charge par France Travail aussi ou par le CPF ou d'autres, formes de financement. Et puis oui, il y a les incubateurs aussi, qui peuvent, voilà, offrir un réseau en plus de la formation, un voilà, support, de pairs, de d'autres entrepreneurs, qui sont passés par les mêmes phases, dans la gestion d'entreprise. Donc oui, il y a quand même cette partie et vous n'avez pas eu peur de quitter, le statut de salarié? Parce que du finalement, vous avez fait quand même le grand écart entre une carrière de militaire où on est quand même dans un environnement, ultra, protégé, au d'un point de vue, je veux dire, contractuel et cetera, heu, au monde de, voilà, du salariat en association. Bon, au monde du coup de l'auto-entreprise, finalement, vous avez fait le grand écart. Comment vous l'avez vécu ça? Ah bah, c'est vrai qu'il faut se lancer, hein. Ça, c'est sûr que c'est comme vous dites, le grand écart. Ça a pas été facile, à chaque fois, hein, comme je dis, si on reprend la temporalité, je quitte l'armée. Après donc j'avais ma formation, d'entraîneur natation, qui était sur 1 an, donc j'étais quand même un peu, encore en activité, et puis après donc bah,
faut se refaire dans le monde civil, c'est évident. Surtout que souvent les compétences, dans l'armée, elles sont plus ou moins connues. Enfin, il y a le respect qui ressort, il y a la droiture et cetera. Mais, finalement les compétences, c'est vrai qu'elles sont assez spécifiques et pour pouvoir, retrouver un poste, heu, c'est quand même compliqué. Heu, Moi j'ai toujours, comme je suis adaptable, j'ai réussi à finalement sortir un petit peu, de ma ligne, directrice et puis, essayer accepter de faire des emplois qui étaient un peu plus alimentaires, on va dire. Mais c'est vrai que c'est un parcours du combattant et après, bah, finalement, heu il faut accepter, voilà, de sortir un petit peu pour retourner et sur sa ligne directrice un peu plus tard et c'est ce que j'ai fait et il faut, voilà, se lancer. Des petits chemins de traverse, si nécessaire, quand il y a besoin. Ouais. Ouais, ouais, beh, j'avais rencontré notamment des personnes, qui me disaient qu'elles avaient fait des emplois alimentaires, notamment pour pouvoir soulever du financement pour, financer des formations un peu coûteuses, notamment pilote de ligne, par exemple, qui prenaient, par exemple, un job de vendeur, quelques mois en CDD pour ensuite pouvoir ouvrir les droits, à de la formation, pour se faire financer ce type de formation. Donc parfois, il ne faut pas hésiter, oui, à faire un pas de côté, à se dire: «Bon, bah, en attendant de mûrir mon projet, de trouver des financements, bah, voilà, je m'éloigne un petit peu de mon projet initial», sans perdre de vue le projet initial. Après, c'est ça le risque, hein, mais c'est sans perdre de vue le projet initial pour pouvoir ensuite, l'aborder de façon plus sereine et donc ouais, c'est intéressant ce cheminement que vous avez eu et puis, les compétences, dont vous parlez, c'est intéressant aussi de se dire que, dans la ou ailleurs, quand on a fait des années dans une même entreprise, on a des compétences spécifiques qui sont très reconnues à l'intérieur de notre environnement initial, mais qui sont pas reconnues et pas forcément très utiles dans d'autres environnements et par contre, il y a des compétences qu'on n'a pas identifiées, des compétences transversales qui, ont été utiles dans notre environnement initial et qui le seront aussi dans d'autres environnements. Donc ce qui est important aussi dans ce cheminement, c'est de bien identifier les compétences, spécifiques qui étaient propres à notre environnement, des compétences transversales qu'on va pouvoir appliquer dans d'autres environnements. Donc c'est important de réfléchir sur les compétences qu'on a pu acquérir et comment on peut les utiliser dans d'autres environnements professionnels et c'est ce que vous avez réussi à faire finalement, à travers ça, notamment, avec aussi des compétences que vous avez pu acquérir, dans votre vie privée aussi. Donc faut pas se centrer juste sur notre vie professionnelle. Il y a aussi des compétences qu'on acquiert dans le milieu associatif, dans notre vie personnelle parce qu'on organise des choses et cetera. Donc, faut pas hésiter à réfléchir en termes de compétences au sens large. C'est ça et il faut donc soit on a, comme je dis, on a l'expérience suffisante pour pouvoir, prendre du recul sur, ce qu'on sait faire, comme dit dans tous les champs possibles. Soit, bah, effectivement, faut se faire aider, pour quelqu'un qui va nous poser des questions et on va dire: «Ah mais finalement oui, on sait faire ça». Heu Par exemple, une gestion de projet, si on gère, des choses dans son environnement personnel ou quoi et bah, on a déjà des compétences qui peuvent être, transversales, effectivement. Du coup, quels conseils vous donneriez donc j'ai entendu, vous en avez, déjà donné, quelques-uns, notamment ne pas hésiter à se faire aider, à se faire accompagner, notamment dans si on veut créer une entreprise, à aller auprès des incubateurs ou, dans des formations spécialisées auprès de la CCI ou de la CMA. Quel autre conseil vous donneriez aux auditeurs qui, sont en pleine réflexion professionnelle? C'est de prendre son temps aussi et évidemment d'être, volontaire et de ne pas, voilà, baisser les bras. Ça va être un long chemin, ça c'est sûr, mais il faut ne pas perdre le but et voilà, faut essayer vraiment par tous les moyens et comme on disait tout à l'heure, essayer, peut-être que si on n'y arrive pas tout de suite, prendre le petit chemin qui est sur le côté pour revenir. Mais voilà, ça va être un long chemin, il faut être patient et faut surtout pas baisser les bras parce que quand on y arrive après, la satisfaction,
vrai elle peut être grande. Elle est là. Donc vous trouvez, du coup, du sens à ce que vous faites, même si c'est encore en cours de construction. Ça répond finalement à votre, envie, donc vous avez déménagé, donc vous avez des choix aussi, personnels de lieu d'habitation, tout en voulant continuer d'exercer le même métier, mais dans des conditions différentes parce que ça sera, donc de façon indépendante. Du coup, vous êtes satisfait là du chemin parcouru? Aujourd'hui, quand, je suis avec des patients et quand j'ai leur retour, que ce soit alors il y a plusieurs, parcours, possibles, parcours de soins possibles. Ils sont dans plusieurs étapes de leur parcours de soins. Mais voilà, leur retour, c'est la plus belle des récompenses. Quand on travaille dans l'humain, c'est vrai que c'est quelque chose et ça remplacera, c'est irremplaçable. Donc c'est vrai que d'améliorer, leur quotidien, diminuer leur douleur, heu, ça peut, voilà, une petite parenthèse sur l'activité physique, c'est les bénéfices, quand on pratique de manière adaptée, ça peut aller jusqu'à une baisse, du taux de mortalité globale de 40. Donc c'est vrai que heu, voilà, Dans la prise en charge globale, du malade, il y a l'alimentation, il y a le traitement, médicamenteux, l'accompagnement du médecin, mais aussi, il y a aussi tout ce qui est lié à l'alimentation et tout ce qui est lié, à la santé physique, enfin à la partie, ouais, ouais, mmh, heu bien sûr, bien sûr. donc sport en fait, ouais, ouais, qui est hyper importante en fait. Il faut penser global et pas juste, traitement chimique finalement. C'est ça, toujours, bah, finalement, on revient sur, sur notre prise en charge globale. Mmh, c'est ça et du coup pour, finir donc cette interview, si bah, on peut avoir des auditeurs aussi, hein, qui sont en réflexion professionnelle parce qu'ils ont eu un accident de la vie, notamment, un cancer et ça peut les intéresser, de savoir où vous trouvez et quels sont les différentes, accompagnements que vous proposez, comment on prend contact avec vous, c'est le moment de parler du coup aussi de votre activité. Oui, bah, je suis présent donc sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur, Instagram, sur LinkedIn plutôt pour le côté vraiment professionnel. Donc sur LinkedIn, c'est mon nom, mon prénom, hein, Tony Lamorisse et sur les autres réseaux, c'est Tony Sportez-vous bien. Voilà, c'est le Mmh. nom, Je mettrai en ressources du podcast les ouais. voilà et effectivement, ça peut être une prise en charge, locale autour de Valence ou je dis une prise en charge, plus, sur une semaine, où là, ça peut être une pause, pendant les traitements ou après pour apprendre à faire les mouvements ou pour, voilà, se spécifier, pendant dans sa pratique. Et est-ce que vous êtes en lien avec les oncologues qui suivent les patients ou pas du tout? Oui, tout à fait. Si, je suis en lien donc avec le centre Léon Bérard, je suis en lien, plus avec la partie, psychologue, à la clinique, Ramsay, à l'Institut du Sein à Guilherand-Granges et puis je travaille aussi donc, évidemment avec, Gustave Roussy où je travaillais avant, qui est en région parisienne. Je travaille avec, la Ligue contre le cancer d'Ardèche, avec la Ligue contre le cancer, heu, d'Isère. Donc voilà, c'est assez large et puis, au fur et à mesure des rencontres, quand on va sur des colloques ou des congrès, on rencontre encore d'autres personnes. Donc voilà, ça peut aller, donc du pharmacien à l'oncologue médical, au radiothérapeute, au kiné, donc voilà, c'est vraiment très, très large pour se faire un réseau. Mmh, très bien et le coût pour le patient, c'est de quel ordre? Alors, beh, si, justement, c'est pour ça que je travaille avec la Ligue, contre le cancer, c'est qu'ils peuvent prendre en charge une partie de ces stages, donc la moitié et du coup, pour un patient, ça va faire, 400 € en prise, en pension complète, le stage dans le corps. Voilà, avec, c'est des petits groupes, hein, on n'est pas sur des sur des gros groupes, c'est 8 patients maximum, donc c'est vraiment adapté et personnalisé, et voilà, c'est à Corançon, à The Camp et
et les auditeurs qui nous écoutent, ils connaissent peut-être Marie Dorin, donc c'était une grande biathlète à l'époque, qui est encore commentaire sur l'équipe. Que, voilà, c'est elle qui a créé ce lieu. Et c'est vrai que c'est un lieu très, très sympa pour pratiquer. Oui, surtout que là, avec l'arrivée, de la neige, des températures fraîches, vous faites aussi, du coup des séjours, donc autour des peut-être, balades en raquettes ou de choses comme ça pour des personnes. C'est quoi du coup? Ça dépend des saisons, j'imagine? C'est ça, oui, et on s'adapte du coup aux saisons. Et voilà, le plus adapté, c'est donc des raquettes. Mais évidemment, on va faire très peu de distance parce que bah, je pense que marcher dans la neige, il y a pas mal de monde qui l'a fait. C'est vrai que c'est vraiment beaucoup plus fatigant que marcher tout court. Donc voilà, évidemment, on adapte ça. Mais ça reste voilà, les autres disciplines. euh, Forcément, je m'adapte au groupe dans son entièreté. Et peut-être que, il y en a qui n'ont pas les compétences pour pouvoir faire le niveau physique, pour pouvoir faire du ski de fond, par exemple, qui peut être intéressant. Mais voilà, donc j'adapte en fonction des patients qui sont là dans le stage. Euh, mais voilà, j'ai un stage la semaine prochaine avec des jeunes adultes où je pense qu'on va aller, oui, on va aller dans la neige, c'est sûr. Oui, là, si c'est des jeunes adultes, vous aurez du mal à y échapper, à mon avis. OK. Eh ben, écoutez, merci beaucoup pour, ce témoignage. Je mettrai en ressources du podcast, du coup, les liens, avec, votre compte Facebook, Instagram et LinkedIn, si ça intéresse, des professionnels aussi qui peuvent nous écouter. Je pense à des RH qui pourraient peut-être nous écouter aussi, et qui pourraient aussi y penser pour accompagner des salariés à eux, qui atteints de cancer. Et est-ce que vous avez un site internet peut-être aussi, à mettre en ressources du podcast? Je sais pas. Alors malheureusement, non, pas encore, mais j'y travaille. Ouais. Donc c'est à venir. Du coup, c'est work in progress de toute façon. Merci beaucoup du coup, Tony de cet entretien, de ce témoignage. J'espère qu'il a du coup, pu inspirer, nos auditeurs. Et puis, bah, je mettrai en ressources du podcast tous les liens pour, vous retrouver, pour les personnes qui auraient envie d'aller, faire du sport, et qui, voilà, se rencontrent, ouais, des difficultés, liées à leur état de santé. Donc voilà, merci beaucoup. Eh ben, merci beaucoup. Et puis voilà, je suis ouvert effectivement à répondre aux questions des différents auditeurs. Merci. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Changer pour mieux. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager vos commentaires et à vous abonner.